Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine Carrière, à travers le parcours inspirant d'une success story, mais également les initiatives pertinentes de la jeunesse camerounaise et les conseils et astuces de notre coach en développement personnel. Nous contribuons chaque mois à cultiver en vous des valeurs de travail, humilité et persévérance qui sont gages du succès. Carrière, édition de ce mois, juin 2023. Je vous invite à nous retrouver juste derrière le sommaire. Au sommaire de Carrière, Aurélie Sa, conseillère en orientation et promotrice de Inside Hubs, présente son cabinet qui ambitionne d'accompagner tous les jeunes désireux de poursuivre leurs études au Canada. Elle est dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, découvrez le portrait inédit d'Étienne Mbappé, le génie de la basse qui dit tout sur son parcours. Enfin, dans le coaching du mois, Roland Kwemen nous dit comment maîtriser nos émotions en milieu professionnel. Débutons cette édition de Carrière avec cette initiative pertinente d'une jeune compatriote qui a décidé de venir en aide aux milliers de Camerounais et Africains qui aspirent au mieux à travers des études à l'étranger. Sa structure Inside Hubs encadre et oriente ces Camerounais-là qui se dirigent vers le Canada pour des études supérieures. Son nom, Aurélie Sa. Je vous propose de la découvrir dans la rubrique Entreprendre de Carrière. Bonjour, bienvenue à l'équipe de Carrière chez Inside Hub. Je suis Aurélie Sa, la promotrice de ce cabinet d'accompagnement, d'orientation et d'information pour les études à l'étranger, notamment le Canada. Je vous invite à faire un tour. Alors ici, c'est l'endroit où nous recevons tous nos visiteurs. Je vous présente Elsie Sioé. Elle est notre agente d'administration et de communication. Elle travaille avec nous ici pour pouvoir répondre à toutes les questions d'information pour comment on fait pour étudier au Canada, qu'est-ce qu'il faut. Elle peut vous répondre en ligne ou alors vous recevoir à notre bureau. Si vous décidez de faire un tour, c'est ici qu'on va vous accueillir. Ici, nous appelons cet endroit notre pied à terre parce que, en effet, c'est vraiment juste pour toutes les personnes qui préfèrent encore aujourd'hui les services en présentiel. Mais nous encourageons, dans notre méthode, nous encourageons toutes les personnes à travailler avec nous en se servant des plateformes numériques parce que c'est à ça qu'ils devront s'habituer pour leur prochaine vie dans le pays qu'ils auront choisi d'étudier. Ici, on fait exclusivement l'accompagnement pour les études à l'étranger. Il ne s'agit pas des procédures d'immigration ou d'autres voies. Depuis un peu plus d'un an, Inside Hub existe pour pouvoir accompagner
informer surtout, parce que c'est la première chose d'abord, informer convenablement, accompagner toutes les personnes et surtout tous les parents qui aimeraient envoyer leurs enfants étudier au Canada. Je l'ai remarqué parce que je me rendais toujours disponible pour pouvoir aider les autres et pouvoir leur parler de mon propre parcours. Donc c'est comme ça que je décide à un moment donné de rendre ces services payants parce que ça commence à être beaucoup de temps et d'énergie que je consacre. Inside Up, dans le fond, dans sa conception, c'est un incubateur d'idées. Incubateur d'idées dans la mesure où on reçoit tellement de personnes qui viennent avec des profils variés, qui viennent avec des objectifs de carrière et de vie variés. Et notre travail, notre rôle, c'est de les aider à structurer cela. J'ai des petits frères, j'ai des amis qui ont été dans des situations où on va à l'école en attendant de savoir ce que j'ai envie de devenir demain. Donc, on s'est dit, en créant Inside Up, on se rend disponible pour informer, premièrement, toutes les personnes des perspectives de carrière, des perspectives de formation qui s'offrent. Je commence par le Canada parce que c'est le pays dans lequel je réside et après dans les autres pays à l'étranger. Donc on a commencé par là de donner la bonne information, par exemple des personnes qui se disaient au départ lorsqu'on veut aller étudier à l'étranger, on doit absolument tout recommencer si on a déjà une licence ou autre chose parce que ce n'est pas reconnu par les écoles ou par les universités là-bas. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il est possible de partir d'ici avec sa licence ou avec juste son baccalauréat et puis aller intégrer une école ou une université à l'étranger. Et spécifiquement le Canada, le fait que j'y sois et surtout le fait que j'ai aussi travaillé dans une structure dont la mission était de faire la reconnaissance des compétences des personnes qui venaient de l'étranger. Je peux savoir aujourd'hui qu'est-ce que ça prend pour pouvoir intégrer un domaine d'études, intégrer une profession au Canada. Et sur cette base-là, lorsque vous venez vers nous, on est capable de vous dire, bon, votre base académique, par exemple, ou votre base professionnelle peut suffire ou non pour intégrer la formation visée. Ou sinon, on va vous proposer des formations connexes. Et pour certaines personnes d'ailleurs qui arrivent, qui n'ont même pas idée de ce qu'elles peuvent faire, on se base sur leurs résultats académiques, leurs hobbies, pour pouvoir déterminer ce qu'il y a comme perspective de formation et de carrière au Canada. Notre plus-value repose essentiellement dans cette orientation qu'on te permet d'avoir. Et après ça, bien sûr, on fait toutes les autres procédures d'immigration. Nous partons du principe que lorsque ton projet est clairement défini, lorsque la vision est très claire dès le départ, lorsqu'on a défini tout ça, on peut facilement aller trouver une admission qui correspond à ton background. Ensuite, après l'admission, faire les demandes administratives pour le permis d'études et le visa pour pouvoir voyager. Donc, essentiellement, la différence se situe à ce niveau. On construit une vision très éclairée de ta carrière avant d'entrer dans les procédures d'immigration. Et la plupart de nos étudiants, à la fin, ils se retrouvent très autonomes. Ils se retrouvent à découvrir des professions qui n'existaient peut-être même pas encore ici. Je pourrais prendre plusieurs autres exemples plus tard. Mais et ils se sentent épanouis dans les filières dans lesquelles on les réfère pour pouvoir, après ça, exercer dans le domaine. Les difficultés actuelles se situent au niveau administratif, je dirais, parce que pour certaines procédures, on a encore besoin d'être sur place. Par exemple, pour certaines transactions bancaires, on a besoin d'être sur place, avoir une validation en présence. Pourtant, nous, on encourage beaucoup les personnes avec qui on travaille de passer au numérique. Et c'est dû au fait qu'on prépare justement toutes les personnes aussi à la société dans laquelle ils vont aller. Il y a beaucoup de transactions là-bas qui se font de manière numérique. En termes de soutien, je pense que l'enjeu, je dirais, la difficulté plus va résider au niveau de la confiance qu'il faut aller rétablir auprès du public. On se retrouve dans un contexte où il y a comme un bris de confiance chez certaines personnes qui ont déjà beaucoup essayé de voyager et qui se retrouvent arnaquées. Et donc, pouvoir convaincre les gens que ce qu'on vient offrir comme service, c'est du sérieux, c'est du réel, c'est là la plus grande difficulté. Je comprends toutes les personnes qui se retrouvent à être méfiantes et c'est pour ça que notre approche d'accompagnement, elle est différente. On travaille avec vous étape par étape. On ne prend pas vos documents et on s'en va. Non, toutes les rencontres se font sur Zoom. Vous voyez tout ce qu'on fait. D'ailleurs, on vous fait faire et nous, on supervise tout simplement pour que vous puissiez savoir
exactement à quelle étape on est rendu, premièrement, mais deuxièmement, pour que vous puissiez être maître de votre dossier. Lorsque vous allez arriver dans ce territoire-là, notre accompagnement sera terminé, donc vous devez pouvoir être autonome. J'ai le soutien financier de mon mari et puis je pense que pour l'instant, on n'a pas nécessairement de grands besoins en termes d'appui. Peut-être dans notre politique d'expansion, les besoins se retrouveraient davantage au niveau des partenariats. Mais une chose qui pourrait nous aider surtout, c'est la numérisation de certaines procédures au Cameroun, parce que c'est le plus grand enjeu qu'on a actuellement. Dans 5 ans, nous nous voyons établis dans les autres pays d'Amérique du Nord et d'Europe et surtout avoir des bureaux qui permettent d'accueillir des étudiants chaque fois qu'ils arrivent. Parce que par exemple, le travail que nous faisons pour l'instant, c'est d'accueillir toutes les personnes qui arrivent au Canada. On forme notre communauté maintenant dans laquelle on peut se soutenir. On voudrait pouvoir faire la même chose avec les étudiants qui arrivent en France, qui arrivent en Allemagne, en Belgique, etc. Parce que l'autre étape, après qu'on ait immigré, l'autre challenge, c'est l'intégration et l'insertion. Donc, lorsqu'on est sur place, on est en mesure de vous donner des conseils concrets et précis parce que nous sommes passés par là, parce qu'on connaît la société dans laquelle vous arrivez. Mon conseil aux jeunes, c'est d'investir en eux quand ils ont encore la possibilité et l'énergie de le faire. Quand je parle d'investir en eux, c'est par exemple de pouvoir prendre au sérieux la formation qu'ils aimeraient pouvoir faire. C'est une formation qui peut les conduire autant à l'entrepreneuriat qu'à une carrière en entreprise. Ça passe par la formation. Il faut être dûment formé et pour pouvoir se positionner dans la direction qu'on aura choisie. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. A mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. Il est temps à présent de découvrir la success story du mois du magazine Carrière. Il s'agit d'un bassiste de génie qui pendant une quinzaine d'années a accompagné les plus grands artistes chanteurs de la planète. En 2000, sa carrière prend un tournant décisif. C'est à l'occasion d'un concert qu'il donne ici au Cameroun, à l'Institut français de Douala, pour être plus précis. Étienne Mbappé, le grand timide, décide alors d'embrasser une carrière solo pour répondre à l'appel de la nation. Un artiste que nous avons rencontré ici même à Yaoundé à l'occasion du Festival international de jazz organisé par l'Institut français du Cameroun. Une success story en do majeur avec bien sûr beaucoup de guitare basse que je vous invite à déguster avec Alain Gobert Kwam, Richard Mani et Franck-Evin Moussong. Un esthète. Un travailleur acharné et exigeant. C'est pour toi, hein, si tu veux la réaction, c'est ça. Si tu mets un coup là, ça c'est mort. C'est tout ce qu'il faut savoir. Donc si tu ne laisses pas le blanc là, voilà. Un artiste ouvert au partage d'expériences. Je dis même qu'il ne faut pas jouer avec les autres, il faut jouer avec les autres. Je recommande de jouer avec les autres. Il faut, parce que jouer avec les autres nous apporte toujours l'expérience de partager et de voir comment les autres font. Dans le cercle très fermé des virtuoses de la basse au Cameroun, en Afrique et dans le monde, j'appelle le génie, le maître, Étienne Mbappé.
Yaoundé, lundi 24 avril 2023. Nous sommes à l'Institut français du Cameroun. À la veille de son spectacle donné à l'occasion de la semaine du jazz au Cameroun, Étienne Mbappé est face à la presse. Au menu des échanges, dans la bonne humeur, l'homme, l'artiste et son univers musical unique. Face aux hommes de médias, le grand timide, l'enfant de Bonendalais se lâche et livre des anecdotes croustillantes de son parcours artistique. Un échange convivial qui témoigne de la simplicité d'un homme qui a parcouru les 5 continents, guitare basse à l'épaule, pour procurer du bonheur aux mélomanes. Un jour, je me suis retrouvé dans un endroit ici, je ne sais plus exactement où c'est, où on joue du asiko. Et moi, j'adore toutes les musiques du Cameroun. Donc, quand tu me dis qu'il y a un endroit où ça danse le asiko, le jour où j'ai repéré cet endroit, chaque fois j'arrive, je veux qu'on m'emmène là-bas. Ça danse l'asiko et on grille du poisson comme ça. Donc, j'arrive, n'est-ce pas, je m'assieds, je prends ma joba. Et je me mets à, voilà, pendant que le poisson grille. Et je suis là, j'entends les gens parler derrière moi. Ils se disent, c'est lui. Ah non, c'est pas lui, il ne peut pas venir dans un endroit comme ça. Non, je vous dis que c'est lui, je le redis. Donc il y a quelqu'un qui s'approche de moi et qui me dit, mais excusez-moi, c'est vous? Je regarde, je dis, mais vous aussi, c'est vous, non? Je dis, non, non, grand frère, non, c'est vraiment vous. Je dis, mais enfin, oui, je suis moi, oui. Non, grand frère. Je dis, non, c'est Étienne. Je dis, oui, effectivement, je m'appelle Étienne, oui. Non, mais c'est vraiment Étienne Mbappé. Je dis, oui. Mais grand frère, vous venez dans des endroits comme ça. J'avais envie de lui dire, mais... Et il me dit, mais vraiment, mais vous êtes humble, hein? J'avais envie de lui dire, mais vous m'entendez dans au bar de Hilton, c'est ça? Ou au bar de je ne sais où? Mais non, je suis Camerounais, je vais là où il y a... Voilà, là où il y a de bons poissons. En plus, le poisson était délicieux. Il est assis que j'ai vu ce jour-là. Oui, Étienne Mbappé va bien dans ce genre d'endroit. D'ailleurs, l'homme est tellement ouvert et disponible qu'il n'hésite pas à accepter notre proposition de le suivre pendant son séjour pour réaliser cet entretien portrait. Nous le retrouvons donc le lendemain, à quelques heures de son spectacle. Étienne est sur scène avec ses musiciens et répète les morceaux du répertoire qu'il livrera le soir. Occasion pour nous de découvrir un travailleur rigoureux et acharné, un passionné de l'art et des choses bien faites. Si tu veux l'effet escompté, machin, que les gens aient l'impression que c'est la fin du morceau, si tu mets un coup, ils ne comprennent pas. Et à partir de là, tu montes quand même un peu pour qu'on arrive Nous profitons de la fin des répétitions pour arracher quelques minutes au bassiste. 15 minutes, pas plus, nous prévient-il. C'est grâce à cet instrument que je vais un peu partout dans le monde, que je voyage, que je rencontre beaucoup de gens, que je vois des couleurs, que je sens des odeurs et que je goûte des saveurs. Voilà. Donc c'est grâce à elle, c'est une de mes meilleures amies. Voilà. C'est pas mon épouse quand même, hein. Faut pas exagérer non plus, mais c'est une très très belle amie et voilà. D'ailleurs toutes les leçons, hein, il y en a quelques-unes et de temps en temps au gré des humeurs, au gré parfois ça dépend aussi de la musique que je vais jouer, voilà, je change, voilà, celle-là est plus adaptée à un type de musique, d'autres sont plus adaptés à d'autres types de musique, mais c'est vrai qu'elle est assez présente quand on rentre chez moi. C'est pas les électriques que vous voyez, il y a toujours une basse acoustique, des guitares, voilà. J'aime bien être entouré d'instruments. Une vie entourée d'instruments, mais surtout une vie où la musique occupe une place de choix. Sa vie à lui, c'est la musique. Elle fait partie de lui depuis les premiers instants où il a appris à jouer d'un instrument. J'ai commencé par apprendre la guitare. Et guitare et basse, j'allais dire, c'est des instruments à cordes, donc on va dire c'est assez proche. Et j'ai viré à la basse parce que, je sais pas, elle m'a attiré. Elle est venue me chercher en me disant, voilà, personne n'en joue ici, toi je sais que tu peux en jouer. Voilà, donc
depuis ce temps-là, j'étais jeune, hein, j'avais à peine 14-15 ans. Il y a un cri intérieur voilà, que j'ai ressenti et je savais que c'était à travers la musique que je pourrais m'épanouir en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que... voilà, c'est la musique qui a été le vecteur de qui je suis aujourd'hui. Hein. On a commencé par ça et elle m'a forgé un caractère et m'a donné voilà, de l'assurance aussi. Voilà, de l'assurance. C'est grâce à elle aujourd'hui que je peux me dresser à un auditoire, à une foule sans trembler, sans... voilà, c'est toujours grâce à cette guitare, quoi. On l'a bien compris, la musique sera au cœur de cet entretien portrait et notre invité ne se cache pas. Faisons une petite avance rapide dans le temps. Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé Étienne Mbappé à Douala. Entre deux rendez-vous importants, nous avons réussi à caler une heure de tête-à-tête. Et la première question à laquelle il doit répondre, c'est « Qui est Étienne Mbappé ?» Qui est Étienne Mbappé? Ben, Étienne Mbappé, c'est moi, voilà. Étienne Valère Mbappé, dis-moi moi, de tous mes noms, en fait, et prénoms. Étienne Mbappé, je suis né au Cameroun en février 64. Voilà. Et j'ai grandi ici. Je suis allé à l'école Saint-Jean-Bosco autour de la cathédrale de Douala. Un endroit qui représente beaucoup de choses pour moi parce que cette cathédrale ici a joué beaucoup de choses. Beaucoup de choses, dont peut-être même ma naissance. Mais il s'avère que ma mère et mon père s'y sont mariés en 58. Et à l'époque, mon père, il travaillait avant à Kinshasa. Et quand il est rentré ici, ils sont tombés amoureux avec ma mère. Mais mon grand-père ne semblait pas l'aimer beaucoup, mon père. Et ma mère, qui était une fervente chrétienne comme toute la famille, nous sommes tous nés et baptisés dans l'église catholique et surtout à cette cathédrale, dans cette cathédrale. Quand vous rentrez dans cette cathédrale, tout de suite à droite, il y a des tombes de quelques évêques qui sont là. Et vous lirez une plaque où il y a une tombe d'un évêque français qui s'appelait Monseigneur Pierre Bonneau, qui doit reposer en bas là-bas, et qui était donc évêque à la cathédrale de Douala à cette époque-là, dans les années, fin des années 50. Ma mère est allée le voir en disant « Monseigneur, venez parler à mon père, il ne veut pas que je me marie avec l'homme que j'aime. » Et Monseigneur Bonneau est allé voir mon grand-père, qui s'appelait Michel, comme mon père d'ailleurs, en lui disant Michel Épée, voilà, ça c'est le nom de mon grand-père. Catherine Épée, ma mère, aime Michel Mbappé. On fait comment? Mon grand-père a fait ouais, mais parce qu'il a dit non. Il a prétexté que mon père n'était pas baptisé. L'évêque a écrit à son homologue, évêque à Kinshasa, pour savoir si mon père avait bien été baptisé dans la religion catholique. Parce que mon père est né protestant en fait. Voilà. Et je ne sais pas si c'est pour épouser ma mère, en tout cas il s'est converti au catholicisme. Et l'évêque a donc fait, et l'évêque, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des portables, ni des fax et tout ça, quoi. Il fallait écrire. La lettre arrivait en disant que mon père est bien converti catholique, donc il peut épouser ma mère. Donc, mon grand-père n'avait plus rien à dire. Je pense donc que, naturellement, si je suis arrivé de ces deux parents-là, Monseigneur Pierre Bonneau de cette cathédrale, il y a pas beaucoup. Voilà. Chaque fois que je rentre à la cathédrale, je jette toujours un coup d'œil en disant Monseigneur, merci. C'est dans ce cocon familial où l'amour et la foi règnent que va grandir Étienne. Une enfance joyeuse au milieu de ses 4 frères et sœurs, où les espiègleries du grand timide ne manquent pas de faire sourire son beau monde. Maman était assistante sociale. À l'époque, ça s'appelait la Régie Fercam, la Régie des chemins de fer du Cameroun. Voilà. Maman était assistante sociale là-dedans. Et papa était expert comptable pour la firme à l'époque, le British Petroleum. Voilà. Il travaillait dans les bureaux de British Petroleum à Aqua. Et maman travaillait à Bassa, dirigeait tous les services sociaux de Bassa. Donc chaque fois que j'étais à Saint-Jean-Bosco, tous les enfants me demandaient, mais Mbappé, ta maman m'a gardé quoi pour Noël? Vous savez, c'est elle qui s'occupait de cadeaux de tous les enfants, de cheminots, de nord au sud. Elle allait en mission jusqu'au nord, là-bas, là, jusqu'où allaient les trains, en fait, distribuer des cadeaux pour Noël pour les enfants de cheminots. Voilà, une ambiance très, très joyeuse, des parents merveilleux, avec une éducation quand même très stricte. Hein. Quand on avait machin, c'était le petit coup pour te redresser bien comme il faut. Voilà, ça c'était au Cameroun. Essayez de faire ça en France. Je suis né très timide, très renfermé, et la musique m'a servi
comme vecteur de me connaître, faire un travail déjà sur moi-même et aller vers les autres. Et aller vers les autres, c'est-à-dire à travers la musique et quelques blagues toujours pour cacher que j'étais né, que je suis né. Vraiment très très timide, mais une timidité maladive. Je me souviens pendant les anniversaires, quand j'étais gamin, ma mère organisait les anniversaires avec les autres gamins de l'école. Voilà, elle connaissait les parents, les cousins, les cousines. Dès qu'ils chantaient bon anniversaire, je pleurais tellement, parce que bon anniversaire, tout le monde me regardait, et le fait que tout le monde me regarde, ça me rendait encore plus timide. Voilà, et la musique m'a vraiment aidé dans ce sens-là à combattre cette timidité. Je ne l'ai pas vaincu jusqu'à aujourd'hui. J'ai juste travaillé d'autres choses, beaucoup d'humour. C'est ça, c'est surtout des taquineries. Parfois, je dis tout le temps, ne le prenez pas mal, pardon, parce que moi, c'est mon seul exutoire pour vaincre cette timidité. Et voilà. Et sinon, vraiment, un garçon et un adolescent, très bien. Vraiment, c'est heureux. Vraiment heureux, quoi. Heureux. La musique, elle n'est jamais bien loin dans ce tableau quasi idyllique de l'enfance d'Étienne Mbappé. S'il est bercé très tôt par les sonorités et les artistes qui constitueront ses références et sources d'inspiration, il a ses premières sensations fortes de musicien au collège Liberman de Douala. J'étais en 6e, j'ai fait mon premier concert en février 1977. Je suis rentré en 1976 à Liberman. Le gymnase était plein. Et c'est là que j'ai compris en fait la force de la musique. Que quand vous faisiez ton don, les filles criaient, je me disais, tout ça c'est pour moi. Non, voilà. Après ça m'a poussé jusqu'où je suis, parce que si on arrive à faire crier les demoiselles et le public d'une manière générale, c'est toujours... En fait la musique a une force que je ne soupçonnais même pas, quoi. Voilà. Et c'est ça qui... En fait c'est elle qui m'a choisi la musique en fait. Elle l'a certes choisi, mais ce qui transparaît des échanges avec l'homme, c'est qu'il s'est laissé bercer par ce choix et l'a transformé en objectif d'avenir. Pour nourrir sa soif d'apprentissage de la musique, le jeune adolescent ne manque pas de faire quelques folies, comme celle d'aller guetter jusque tard dans la nuit ses idoles au cabaret au Mermoz à Douala. Lieu où se produisait à l'époque, au milieu des années 70, le groupe Black Steel de Coty François, d'Esto Peler. On ne me laissait pas rentrer dans les cabarets, mais je pense que je regardais mes idoles à travers le petit trou qu'il y avait sur les planches qui servaient de clôture à l'endroit. Je les regardais de loin comme ça et j'étais habillé avec ma tenue de Liberman. Et le père d'un ami, qui était le patron du Mermoz Bar où se produisaient les Black Steel, est arrivé. Il a d'abord commencé à wash, ça veut dire donner une chandelle, un balayage à la brique sur laquelle j'étais monté. Moi, je suis tombé par terre. Il m'a donné une belle gifle en me disant, voilà, pas, oh, il m'a secoué, parce qu'il commençait à se faire tard. Je pense qu'il était dans peut-être pas loin de 22 heures. Voilà, je dormais pas encore. Voilà. Et j'ai regardé ça. Il m'a donné une belle gifle en me disant, tu ne vas pas à l'école demain. Voilà. Et ça, j'ai gardé cette anecdote-là parce que c'est trop drôle, quoi. Et quand je la raconte aux gens aujourd'hui, ils sont là, ah bon? Monsieur Maka Koto, bah oui, c'était le père d'un ami, Léopold Koto Maka, grand comédien, grand à Liberman à l'époque, grand frère aussi, et Léopold Koto Maka qui à un moment était ministre de la Culture du Québec. À 14 ans, la vie du jeune Mbappé change. Ses parents l'envoient poursuivre sa scolarité en France. Déjà accro à la musique, c'est la visite du papa d'un ami et camarade qui va être déterminante dans la construction de la carrière artistique de ce dernier. C'est le père d'un ami qui m'a entendu jouer et qui m'a dit « Waouh, tu joues bien à la guitare donc » et qui m'a dit « Est-ce que tu connais la théorie musicale ?» Non. « Tu sais lire la musique ?» J'en avais un peu quelques notions vu que je sors du collège Liberman et que nous avions des cours de solfège et tout ça. Donc il me dit « Mais ça t'intéresse d'apprendre la guitare classique ?» Et guitare classique pour moi ça résonnait comme faire quelque chose que je ne connaissais pas, qui allait m'apprendre des choses. Voilà. Déjà en tant que musicien, mais certainement aussi dans la vie, quoi. Donc, ce monsieur qui était le père de cet ami était professeur de guitare au conservatoire. Et c'est lui qui m'a inscrit en me disant, il y a un jeune là, je pense qu'on peut en faire quelque chose. Donc, voilà. Et donc, je prends mes cours de guitare classique et je suis très fier. Je commence à jouer des choses, lire des partitions et jouer des choses qui me transportent, qui m'élèvent, qui me... Voilà. Et
Et c'est bien par la suite que vraiment le cri du cœur parlera et que je me rendrai compte que ça me plaît trop, que je ne me vois surtout pas faire autre chose. Reste pourtant à convaincre papa et maman qui sont loin d'être enchantés à l'idée de laisser leur fils faire de la musique. La famille au début, c'est pourquoi? Tu sais, ils me citent des exemples de gens qui sortent de l'école des ponts et chaussées, mais qui sont aussi chanteurs. Il y a un chanteur français qui s'appelle Guy Béard. Voilà, ils m'ont même dit que je ne sais plus qui, enfin il y a des gens qui ont fait quelques études et qui sont devenus un peu musiciens, voilà, chansonniers et tout ça. Pourquoi je ne ferais pas des études et que je chanterais en même temps? J'ai dit, mais moi, ce n'est pas ce genre de chanson que j'ai envie de faire, ce n'est pas ce genre de musique. Moi, je suis jeune, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, un peu de rock, un peu de pop, un peu de musique de création, créer ma propre musique. J'en avais déjà, je savais déjà que je pouvais composer. Voilà. Donc, les parents, au début, ça a été un peu dur. Voilà. Et ils m'ont quand même encouragé en disant, bon, écoute, je sais aussi que tu aimes dessiner, il y a un cours de dessin là où tu peux toujours faire 2-3 choses et puis garder la musique, mais on comprend que nous, on n'y peut rien. Ils ont été très compréhensifs. Le premier mois, c'était pas facile. Passer 2 semaines avec papa, on se disait à peine bonjour. Hein. Quand je disais bonjour, papa, il faisait... Vous savez, c'est qui veut dire, toi-même là, toi-même là, tu m'énerves, je pense que je peux te tordre le cou. La famille convaincue par son choix, Étienne peut sereinement poursuivre ses études au conservatoire de Chevilly-Larue. Guitare, basse, contrebasse, il y perfectionne son art aux côtés de ses camarades et devient l'un des meilleurs dans son domaine. Entre 1985 et 1987, il rejoint le grand orchestre de Rideau Bayonne et rencontre Mario Kanong du groupe Ultramarine qu'il rejoint en 1986. En 1987, il intègre l'Orchestre national de jazz de France sous la direction d'Antoine Hervé. Un motif particulier de fierté pour ses parents, notamment son papa. Quand je suis rentré à l'Orchestre national de jazz, mon père, donc, de temps en temps, quand l'ambulance l'amenait, parce qu'il était assez malade, il disait à son ambulancier, ça c'est mon fils qui est à l'Orchestre national. L'Orchestre national, ça sonne l'Orchestre national de jazz en France, voilà, et qui fait le tour du monde. Il était très fier. Ma mère était très très fière de moi, en me disant, dis donc, c'est... En fait, je pense que les parents, même moi qui suis musicien aujourd'hui, quand mon fils m'a dit qu'il voulait faire musicien, vous savez que j'ai essayé de l'en dissuader en me disant, parce que je ne voulais pas qu'il traverse ce que moi j'ai traversé. Voilà. Et, mais lui, pareil, le cri du cœur a été, nous avions un contrat, tu as le bac, et après, tu rentres vraiment en grande école de musique. Il a amené le bac, je me rappelle, il a fait, hey, voici ma mission. Paf, il a posé le bac en me disant, aujourd'hui, je n'ai plus rien à dire. J'ai dit, bon, je suis quand même ton père, je vais quand même dire un peu. Voilà. Et il a fait des études de musique aussi, et aujourd'hui, il tourne dans le monde entier, et j'en suis fier aussi, évidemment. Il enchaîne ensuite de nombreuses collaborations dans divers groupes. Il devient notamment le directeur musical de Salif Keita entre 1990 et 1992. Avec lui, il fait de nombreux concerts à travers le monde. Il participe également au dernier album de Ray Charles et collabore avec de nombreux artistes de variété française. Des expériences enrichissantes pour l'enfant de Bonendale. Je ne savais pas qu'en fait, ils étaient en train de me passer de la connaissance. Vous savez, quand on est sur scène, que vous jouiez bien ou ça, après, il faut gérer eux, là, ceux qui sont là. Hein. Et ce n'est pas toujours facile. Surtout, j'allais dire, au Cameroun et dans certains pays d'Afrique, parce que les gens, quand vous montez sur scène, on dirait qu'il faut les épater. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous les épatez, ils disent, c'est même ça là que je suis venu voir. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que vous les fassiez vibrer d'une certaine manière. Encore plus ici qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, vous pouvez jouer, ils adorent être épatés aussi, ils adorent, mais vous pouvez jouer une petite chanson tranquille et que ce soit très beau et que ça va. Voilà. Mais ici, ils ont entendu le nom Étienne Mbappé. Dès que je monte sur scène, parfois, ils n'applaudissent même pas. Ils attendent de voir. Quand je monte et que je fais BAM, là, ils disent hey, le gars, là, il peut vraiment... Il peut faire un truc. Il peut vraiment faire quelque chose. Donc, c'est
un langage commun, une espèce d'interaction commune, et propre aussi notamment parce que je suis au Cameroun, mon pays, mes racines, et je sais un peu comment le public fonctionne ici, et même quand j'arrive toujours à me les mettre dans la poche, parce que voilà, je sais ce qu'ils aiment aussi, quoi, et puis leur parler aussi, parce que la musique, c'est pas que jouer, la musique, c'est aussi savoir quoi dire au bon moment, c'est un spectacle, vous savez, et quand vous allez voir un film, et que vous vous ennuyez les 30 premières minutes, s'il ne se passe rien, vous allez sortir de la salle en disant, oh là là, c'est quoi ce film? Voilà. Or, s'il y a des gags, s'il y a des choses qui vous font sourire, qui vous parlent tout simplement, là, vous avez envie même de venir revoir le film, vous allez même le recommander. Et un concert, c'est un peu ça. Un concert, c'est un peu ça, c'est-à-dire que nous sommes en anglais on dit entertainers, ça veut dire que nous sommes là pour divertir les gens. Voilà, pour qu'ils oublient leur vie. Parfois, la vie n'est pas drôle. Donc c'est notre rôle aussi, chansonnier, griot en Afrique de l'Ouest ou même griot ici. Où nous avons ce devoir que les gens les fassent rêver. Nanti de ses multiples expériences, Etienne Mbappé est d'ores et déjà une référence de la base dans le monde. Ses multiples collaborations avec des artistes de renom ont fait de lui une star planétaire et un nom qui compte aux côtés des plus grands. En 2000, le grand timide quitte le fond de scène pour se lancer dans une carrière solo. J'ai fait des disques toujours avec des groupes comme mon groupe Ultramarine. J'ai officié dans plusieurs groupes, vous l'avez dit, l'Orchestre National de Jazz. À l'époque, dans les années 80, j'ai fait énormément de séances de studio à Paris pour le jazz, pour la variété française, beaucoup d'artistes de variété française. Quand je me promène aujourd'hui dans un supermarché, j'entends des trucs, je dis tiens, c'est moi qui joue là. Tiens, quand je suis chez le coiffeur, ah tiens, c'est moi aussi qui joue là. Et la musique, elle est venue me chercher en fait. Elle est venue me chercher, c'est-à-dire que c'était un cri, je ne pouvais plus faire autrement. Et ce qui me décide à aller devant, c'est qu'à un moment donné, je commence à rentrer en âge, non? Et avec toutes ces collaborations, l'Institut français, à l'époque ça s'appelait Centre culturel français, de Douala m'invite pour jouer, mais pour jouer moi-même Etienne Mbappé. C'est-à-dire pas Etienne Mbappé avec Ultramarine, pas Etienne Mbappé, non, Etienne Mbappé. Donc j'ai dû prendre sur moi pour composer un répertoire, pour venir jouer, honorer l'invitation de l'Institut français, Centre culturel français à l'époque. Et c'est comme ça qu'est née, par exemple, la chanson Cameroun Omblema. Parce que le Cameroun m'invitait. Et ça, c'était en l'an 2000 précisément. Et là, j'ai reçu comme un cachet et le public qui adhérait et qui me confiait une mission en disant, maintenant, on aimerait te voir, toi au devant de la scène. Ça n'a jamais été facile pour moi parce que je vous dis que je suis né très timide, donc ce n'est pas des choses... Moi, être derrière là-bas, un peu... Même si je faisais des trucs dans certains groupes, c'est moi qui composais la plupart de la musique qu'on jouait. Les 3/4 du répertoire, c'était mes compositions. Comme Ultramarine, au moins plus de la moitié, c'était mes compositions. Mais aller au devant de la scène, ça, c'est encore un autre combat. Donc, c'est en l'an 2000 que j'ai reçu comme un saut et comment on dit ça? Voilà, en disant, voilà. Là, maintenant, nous attendons ce que Etienne Mbappé nous propose. J'ai travaillé pendant 3 ans, 4 ans, et j'ai sorti mon premier album, j'avais 40 ans. Missia sort en 2004. Et les mélomanes découvrent un artiste aux horizons variés et à la voix suave qui encadre parfaitement son instrument. C'est surtout sa musique qui surfe parfaitement entre le jazz, le rock et le makossa qui reçoit l'assentiment du public. Je suis aussi la musique moderne, le jazz en fait. Ça c'est le jazz. Et tout ce que j'avais emmagasiné comme connaissance, fût-elle minime, au Cameroun, en fait, elles n'étaient pas aussi minimes que ça, parce que j'avais un bon rythme, un bon timing, comme on dit dans la musique. Ça, pour un musicien qui joue de cet instrument, quand vous êtes violoniste et tout ça, vous pouvez un peu... Le tempo peut être un peu... Mais quand vous êtes bassiste, non. Quand vous êtes batteur, non. C'est la fondation des musiques modernes, c'est la basse et la batterie. Donc quand il n'y a pas ce qu'on appelle le groove, c'est-à-dire ce truc qui tient la fondation, c'est-à-dire quand il n'y a pas ça, un bassiste... il ne peut pas survivre dans certains environnements s'il n'a pas ce timing et ce tempo. Dans cet album, s'il y a une chanson qui retient l'attention du public, c'est Cameroun Omblema. Une ballade douce avec juste la guitare basse et la voix suave d'Etienne Mbappé qui déclare sa flamme au pays natal. Un titre repris en chœur à Yaoundé lors du concert de la star.
Beaucoup de voyages m'ont appris beaucoup de choses. J'ai vu des contrées différentes. C'est la chanson que Cameroun Oumlemas, par exemple, parle de ça. Le Cameroun est dans mon cœur. Partout où j'aille, partout, parce que j'ai fait le tour du monde, je n'ai jamais vu un endroit aussi beau. Je me souviens de mes jeux d'enfants, de mes amis, de ma famille. C'est ça que je décris dans Cameroun Oumlemas, en disant Cameroun Oumlemas, Punda Yese, Ouma Yese. Ça veut dire à chaque fois, à toute heure, le Cameroun, il est dans mon cœur. Quand je marche, il faut qu'on sache que c'est Camer. Quand je cuisine, parce que j'adore cuisiner, il faut qu'on sente un peu de pépé du pays, là, un peu de, voilà, un peu de cancan, un peu de poivre, de penja, là. Je m'emploie. Quand je suis ici, quand je viens en vacances, je passe par penja, je prends des kilos de poivre. Et je cuisine avec ça. Quand les gens goûtent, ils me disent, mais dis donc, ça a un goût particulier, vous pensez que quoi? Il y a le njansang, il y a le pébé, il y a le poivre de penja. Comment? Qu'est-ce que, et puis je fais des grosses crevettes, là, comme un vrai sawa. Voilà, et c'est ça parce que c'est le Camer, il est là, et voilà, le Cameroun, il est dans le cœur, et il ne me quittera jamais. Le succès de cet album met surtout en lumière un talent unique d'Étienne, l'écriture. Je me suis aperçu que j'adorais écrire les textes. Écrire des textes qui ont des sens, qui ont un sens. Et qu'on peut expliquer en anglais, en français, en toutes les langues, parce qu'il y a du contenu. Voilà. Et la langue douala, ma langue maternelle, je m'emploie à chanter en cette langue-là, parce que je pense que Molière a déjà tout dit en français. Voilà, Victor Hugo aussi et tous les autres. Si j'ai quelque chose à amener, c'est dans ma langue maternelle. J'essaye même de faire rimer cette langue-là, de lui donner des sonorités. Dini longelami, owase omonyi, omuwene no mwititi. Lende ewenjami, na munyenge mwami, dutupeke bwami botiti. Je fais rimer la langue. Donc je fais un travail un peu de linguiste, un peu comme un linguiste. Et ce qui me plaît beaucoup parce que ça enrichit toujours nos langues maternelles. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas une langue maternelle où on parle sans qu'il y ait des mots de français ou d'anglais qui sont dedans, parce que les mots peuvent se perdre. Donc, je côtoie souvent les aînés. Comment on dit ça? Je ne savais pas que, par exemple, les anciens, une cravate, par exemple, une cravate, aujourd'hui, en Douala, c'est devenu col. À col, c'est de l'anglais, ça vient du col. Voilà. Mais une cravate, à l'époque, déjà, il n'y en avait pas. Quand les Blancs amenaient les cravates ici, en Douala, ça s'appelle epanda tako. La cravate ressemble à la feuille de tabac. Epanda tabaco. Quand tu mets ça, au bout, tu epanda taco. Ça veut dire que, waouh, tu as mis la cravate, quoi. C'est comme ça qu'on disait ça dans le passé. Aujourd'hui, tout le monde dit cola. Cola, c'est de l'anglais. Donc, je m'emploie vraiment à chanter en cette langue-là pour la faire vivre, pour qu'elle ne meure jamais et laisser des traces en disant, quand j'écoute une chanson d'Étienne Mbappé, le vocabulaire est riche. Voilà. Et ça me plaît beaucoup aussi. 2004, 2008, 2013, 2016, 2021. Étienne Mbappé s'inscrit pleinement comme un acteur majeur de la musique camerounaise. Ses albums successifs reçoivent à chaque fois un écho plus que favorable de la part du public. Un public qui reprend en chœur ses chansons lors du concert à Yaoundé pendant 2 heures non-stop. Moi, je fais des albums quand je suis inspiré, en fait. Je suis mon propre producteur. C'est-à-dire que je fais des albums quand je veux. Je n'ai pas un producteur qui me dit, on attend là. Non, on n'attend rien. Voilà. Et c'est quand je suis inspiré, et les voyages m'inspirent beaucoup, les rencontres. Quand je suis ici au Cameroun, je vais à la rencontre des gens. Il faut que je prenne le pouls du pays. Est-ce que le pays va bien? Racontez-moi qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui s'est fait dernièrement? Je ne vais pas citer les chansons qu'on m'a dites là, mais il y en a 2. Ils ont fait 2, et puis la voiture qui passe. C'est une image d'une chanson à la mode en ce moment. Le car qui part, et puis les 2 œufs, spaghettis, je ne sais pas quoi. Voilà, j'ai besoin de savoir ça. Et je vais me fournir ça pour m'informer. Parce que même dans ces chansons-là, il y a toujours des gens qui dépeignent la société camerounaise, en fait. Il y a un artiste ici que j'aime beaucoup. Les gens vont dire, oh, Étienne Mbappé, tu aimes Happy des Foulanes? Oui, oh, tchape, j'aime beaucoup ça. Parce qu'il m'apprend, en fait, il me donne des nouvelles du pays à travers une chanson populaire que les gens dansent. Moi-même, quand je sors en boîte, mais ça, il faut me voir. Je me trémousse, c'est-à-dire mal mauvais. Donc, j'aime aussi ça parce que c'est des gens, c'est la musique dite populaire et tout ça, mais
il y a toujours 2-3 petites informations, 2-3 petites images qui interrogent. Ça va sur tchape, mais il décrit des choses et des noms que parfois je ne connais pas. Je dis, ah bon, pourquoi il parle de ça? Et qu'on m'explique que le gars dont il parle là a fait ça. Le gars dont je m'informe sur le pays aussi à travers ses chansons. Ce n'est pas une musique que moi je ferais, mais il y a des gens qui excellent dans ça, comme Happy Defoulane et tous les autres. J'adore notre Rabarab et Turbo national qui, toute sa musique. Et voilà, j'ai grandi ici au son des Black Steel, Missengo François, Medium Som Jacob, Messi Mokonda Martin, et tout ça. Donc, c'est des musiques que j'ai dans mes oreilles. Tala André Marie, que je ne peux pas oublier, et Pierre Didi Tchakounté, Tchana Pierre, et tout ça. Donc, et Boileau, Tine, Francis Bébé, tout ça. C'est des musiques qui ont bercé mon enfance. Donc, la musique, elle a évolué beaucoup. Vous savez, il y a de tout dans la musique. Si vous aimez Etienne Mbappé, écoutez Etienne Mbappé. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que vous appelez le tapage. Mais moi, par exemple, je vais me fournir le tapage, parce que le tapage m'apprend quelque chose. Voilà. Et quand on dit de lui qu'il est le meilleur bassiste du monde, Etienne Mbappé a cette réponse tout en taquinerie. Ceux qui disent ça, c'est eux. Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord un peu avec eux. Non, je suis quelqu'un de très très simple. Vous savez, le meilleur de ceci, le meilleur de cela. Un jour, vous retournez comme ça, vous allez au fin fond du Pérou, vous trouvez un petit là qui joue une basse, vous regardez, on dit, on m'appelle moi le meilleur, le petit, si on le connaît, mais non, on ne le connaît pas. Il a travaillé des techniques que moi je n'ai pas, et tout ça. C'est sûr que ma basse parle à beaucoup de gens. Je suis dans le haut du panier, on va dire, des bassistes camerounais, des bassistes peut-être mondiaux, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est juste que quand je suis sur scène, je délivre un message avec ma basse que les gens perçoivent. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est à travers ça, certainement, que certains me donnent l'appellation d'être le meilleur du monde. C'est très gentil, c'est très machin, mais ce n'est pas des choses auxquelles je rêve la nuit en disant je suis le meilleur du monde, il faut que je le reste number one. Le tenant du titre, comme souvent il y a des chanteurs ici qui sont appelés le tenant du titre. Non, moi je sais juste de délivrer honnêtement ma musique, de délivrer mon son de basse, travailler, et ce qui peut arriver de la part de certains ou des journaux, je ne sais pas quoi, c'est bienvenu et ça entretient une certaine forme de légende. Voilà, la basse est mon instrument de prédilection, je pense que je la joue pas mal, même plutôt très bien, et voilà, donc ce qui me vaut aujourd'hui l'amitié de très très grands bassistes comme les Marcus Miller, les Stanley Clarke, toutes ces légendes de la basse, et puis nous jouons les mêmes basses, les mêmes marques d'ampli, donc tous les ans nous nous retrouvons à Los Angeles dans un grand salon de la musique, il y a des Chinois qui arrivent, des gens d'Asie, de l'Amérique du Sud. Pour l'instant, ce qu'on ne voit pas là-bas, c'est les Africains. Voilà, un jour, j'espère que le seul luthier que j'ai vu ici à Douala, un gars Bamileki qui s'appelle Clovis Choufak. Je lui ai demandé, tu as appris à faire des guitares, comment il me dit sur Internet. J'ai dit, waouh, c'est incroyable. Un gars, un jeune luthier que j'ai envie de soutenir. Et franchement, moi, je lui accorderais un visa pour qu'il aille travailler avec des maîtres luthiers là-bas en Europe on ne peut pas apprendre un métier comme ça aussi noble, fabriquer un instrument sur Internet. Et bien lui, il a réussi. Et vous savez quoi, j'ai essayé ces guitares, elles sonnent vraiment pas mal. Il a encore beaucoup de choses à travailler. Et justement, ces travaux-là, on apprend ça avec un maître d'art, quelqu'un qui nous apprend le vrai métier, qui apprend les résonances du bois. Et ce gars-là, quand il revient ici, Clovis Choufak, eh ben, il va aller, tous les bons bois qu'il y a ici, il va voir si vraiment les résonances peuvent lui parler. Et peut-être, à travers toute la faune de bois que nous avons ici, les forêts, etc., trouver des sonorités que les autres n'ont pas, parce que nous avons des bois ici qu'on ne trouve qu'ici, et que ces maîtres luthiers américains, ça importe d'ici. À 59 ans, Etienne Mbappé a non seulement conservé un physique jeune, mais surtout une grande humilité qui est la marque des grands hommes. La passion qui l'habite est la force qui le pousse encore chaque jour à se lever pour travailler et offrir au monde de belles mélodies. Le tout avec discipline et rigueur. Avec Etienne, tout est matérialisé, c'est-à-dire que quand vous lui dites quelque chose, ça doit être matérialisé sur un papier. Et c'est quelqu'un qui n'oublie rien. Parce qu'à tout bout de chemin, il va toujours te dire « Attends, tu m'as parlé de ça dernièrement. Je ne fais pas ces choses-là comme ça. Il faut que ce soit matérialisé sur un bout de papier. » Et même ces rendez-vous, il doit être informé avant de partir de la France.
pour qu'il puisse intégrer cela et qu'il mette ça dans son calepin. Sinon, vous aurez beau l'appeler et lui dire que bon là, c'est ce que je viens d'avoir là maintenant, c'est une urgence. Il ne gère pas les urgences. C'est comme ça l'homme. Et c'est le professionnel dans le sens propre du terme. Il n'y a pas de talent sans travail. Tout le monde a du travail. Le don, tout le monde en a reçu un. Dieu, il n'est pas, il donne un don à chacun d'entre nous. Maintenant, le don, il faut l'exploiter. Vous pouvez vous baisser comme ça. Ah, yo, j'ai trouvé un diamant par terre. Mais ce diamant-là, il peut rester au fond de votre lit parce que tel qu'il est là, potentiellement, il représente beaucoup quand il est travaillé. Mais quand il sort de la boue, qu'il est sale, ça reste que du potentiel. Qu'est-ce que vous en faites? Vous le gardez sur votre lit, il n'a aucune valeur. Il n'a de valeur que potentiel. Voilà. Il faut le polir, le donner à des diamantaires qui vont l'associer au collier, faire des choses voilà, et que la reine de je ne sais pas où va acheter parce que c'est... Mais tant qu'il est dans la boue et que vous le cachez sous votre matelas, c'est juste de l'argent ou une richesse potentielle. Mais tant qu'elle n'est pas travaillée, représentée. Eh ben, la musique et tous les arts et tout ça, mais c'est ça. Le talent, ça ne veut rien dire sans ce travail-là. Voilà. Ni le don d'ailleurs. Don, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail. Et je remercie quand même Dieu pour le petit talent et que j'essaye d'affiner tous les jours. Tous les jours, il faut que j'apprenne quelque chose et que je fasse quelque chose dans le sens de progresser dans la vie. D'un caractère enjoué et très taquin, Étienne Mbappé est à l'image de sa musique. Un feu d'artifice de plaisir, un univers de passion et une rencontre insolite entre les cultures du monde. Si nous partons de Douala pour aider avec lui, c'est des insolites à tout bout de chemin. Et c'est même comme, c'est un peu comme au spectacle là, c'est-à-dire que il a toujours des petites vannes à vous décontracter, à vous mettre bien, à vous mettre dans le bon état d'esprit. Et ce n'est pas le Étienne Mbappé, la star. C'est l'homme de la famille, l'homme qui échange avec ses frères, ses amis, tout quoi. C'est-à-dire que quand il est en France, il est en France. Quand il est au Cameroun, c'est le Cameroun. Il est en Boa. Il peut aller s'asseoir là où on mange une dolé, les beignets haricots. Il suffit juste de lui dire avant. Quand je suis ici, je ne loue pas des grosses voitures qu'on me voit dans la ville. Non, je prends nos taxis jaunes là. Voilà. Et chaque fois, je rencontre toujours quelqu'un qui dit hey, c'est le grand Étienne. Je dis oui, tonton, c'est comment? Voilà. Quand j'arrive, je lui dis je vous dois combien? Il me fait seulement mais vous-même, ce que vous allez me donner, je vais prendre. Voilà, parce que je ne fixe même pas les prix avec eux. Voilà. Et je donne le premier billet qui est venu. Je dis bon, tonton, bonne chance. Et peut-être qu'on se. Bon, il y en a après, quand ils reçoivent les gros billets, ils me poursuivent. Ils savent qu'il aura besoin d'un taxi tout à l'heure, je vais être le premier. C'est aussi ça la vie. Voilà. Et moi, je suis Camerounais, je mourrai Camerounais et c'est Cameroun Omblema. La plus grande fierté d'Étienne, c'est... je dépasse le volet familial dont je vous ai déjà dit, c'est avoir réussi à être, je pense, un bon époux, un bon mari, un bon père de famille, une personne agréable. Une personne agréable et surtout d'avoir vaincu mon pari de vivre de mon art. Merci beaucoup. Étienne, on va progressivement ensemble vers la fin de cet entretien portrait. On ressent une chose particulière chez toi, c'est que ce pays, ta terre natale, tu y tiens comme à la prunelle de tes yeux à la limite. J'ai envie de dire le Cameroun, il est dans ton cœur, dans ton sang. Exactement. Le Cameroun, il est vraiment dans mon cœur, dans mon sang. C'est mes racines, c'est mon pays. Chaque fois que j'atterris ici, que ce soit en Simalène, que ce soit à Douala, j'ai les pieds qui vibrent, quoi. Je sens que je suis chez moi, quoi. Je sens que je suis chez moi. Quel est le conseil
qu'Étienne Mbappé peut donner à la jeunesse camerounaise? Tout le monde a des rêves. Déjà, il faut les identifier, les rêves. Dès que vous identifiez vos rêves, battez-vous pour vos rêves. Ne vous laissez pas convaincre que pourquoi tu as rêvé de ça, pourquoi tu veux faire ci. Si c'est ce en quoi vous croyez, allez-y de l'avant. Rien ne s'obtient que ça vient du ciel et on fait comme ça et on mange. Non, jamais. Jamais. Rien ne s'obtient sans un certain engagement. Et cet engagement-là, il s'appelle le travail. Et la jeunesse camerounaise, c'est comme un diamant. Et il faut que ce diamant-là, voilà, il ne représente rien tant qu'il est, la boue. Tant qu'il est dans la boue. Donc, soyez vous-même, c'est-à-dire faites-vous reluire vous-même. Travaillez, allez-y, d'arrache-pied, croyez en vos rêves et dévorez la vie. Vivez. C'est aujourd'hui qu'on vit, c'est aujourd'hui que vous vivez. C'est pas demain. Parce que demain, on ne sait jamais. Il sera peut-être trop tard. Il y a des accidents de la vie qui arrivent. Donc, quand vous croyez à quelque chose, allez le chercher avec les dents. Quand les portes sont fermées, passez par les fenêtres. Faites-vous engueuler, c'est pas grave. Mais croyez en vos rêves et foncez. Merci d'avoir partagé ce parcours avec nous. Merci infiniment, Lionel. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter aujourd'hui? C'est juste la santé et continuer d'aller de l'avant et continuer surtout de créer des bonnes choses. Continuer, j'espère, d'avoir de l'inspiration parce que l'inspiration, elle vient d'en haut. Hein, voilà, et que tous mes voeux de bonheur accompagnent mon pays et voilà, c'est tout. Merci encore. Merci infiniment. Il existe divers événements au quotidien qui sont susceptibles de nous éloigner de nos objectifs et de nous déconcentrer, notamment en milieu professionnel. Savoir garder son calme et avoir la maîtrise de ses émotions, voilà une valeur à cultiver, notamment lorsqu'on a un travail important à réaliser. Mais comment y parvenir? Cette question, nous l'avons posée à Roland Kouemen, notre coach en développement personnel. Voici ses conseils et astuces dans le coaching de carrière. Chers leaders, salut! Bienvenue à la session de coaching. Notre thème d'aujourd'hui, maîtriser ses émotions en milieu socio-professionnel. La question qu'on peut se poser est de savoir pourquoi est-ce que nous devons identifier nos émotions. La suite peut être comment identifier d'ailleurs ces émotions. Et enfin, comment gérer nos émotions. Quand on parle d'émotions chez leader, il s'agit ici essentiellement d'un état affectif intense, caractérisé par des troubles divers. Le milieu socio-professionnel peut se définir comme un environnement concerné par un groupe social déterminé par la profession de l'ensemble de ses membres. Pourquoi il est important de reconnaître et surtout de connaître ses émotions? Mieux connaître nos émotions nous permet de développer notre intelligence émotionnelle. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à pouvoir se mettre à la place de l'autre. Le principe de 6 et 9. Vous savez, quand vous écrivez 6, moi je lis 6, mais en face de moi, vous lirez 9. C'est ça le principe de l'intelligence émotionnelle. En deux, quand nous développons cette connaissance de nos émotions, ça nous permet de mieux exprimer notre sensibilité, notre raison d'être, notre personnalité. En trois, ça nous permet de bâtir une meilleure réputation. Or, quand on parle de réputation, c'est le capital le plus précieux de toute personne. Je dirais d'ailleurs que notre personnalité est notre ADN. C'est ça qui nous identifie. Or, la réputation est ce qui va nous amener le plus loin au niveau socio-professionnel. Et enfin, mieux se connaître nous permet surtout de préserver notre capital santé. Nous savons que la santé est notre capital le plus précieux, car la santé n'a pas de prix. Comment gérer nos émotions? Apprendre à reconnaître et surtout à connaître nos émotions, surtout quand ces émotions sont des émotions négatives, la peur, l'angoisse, donc tout ce qui nous perturbe. On verra que si on a la maîtrise, la connaissance de ces émotions,
on aura la capacité d'être beaucoup plus épanoui car nous pourrons jouer avec nos émotions. Comment gérer nos émotions? En 4 étapes. En 1, il est important d'apprendre à identifier, mais surtout à reconnaître ses émotions. En 2, il faut adopter et travailler sur ce qu'on a appelé la zen attitude, donc cette capacité à être calme, cette capacité à se maîtriser, cette capacité à ne rien dire pour nuire, surtout ne rien dire pour plaire. En 3, il est important d'avoir un confident, un mentor, un coach. Ceci nous permet surtout de pouvoir mesurer le chemin parcouru, mais aussi de se rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Et enfin, en 4, il est important de savoir se parler. Il est important de savoir s'aimer, s'estimer. Ceci, on parlera beaucoup plus de l'autosuggestion et pourquoi pas le personal branding. Chers leaders, nous sommes arrivés à la fin de notre session sur la gestion et surtout l'identification de nos émotions en milieu socio-professionnel. Je voudrais à présent partager avec vous ce proverbe africain. Il vaut mieux se taire pendant la tempête et parler quand le calme revient. N'oubliez pas, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et s'ils ne progressent pas, ils ne performent pas. C'est pour ça que je vous encourage à passer de la motivation à l'action. Pour que le génie puisse éclore et s'exprimer valablement, il faut une bonne dose de travail. C'est l'une des leçons que nous allons retenir de cette édition du magazine Carrière qui s'achève. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres et merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Un merci particulier à notre équipe technique pilotée par le réalisateur Alain Gobert-Quam. Nous revenons dans un mois avec le même plaisir. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite.